Eh ben, Jean Messia est là. Bonjour Richard, bonjour Liselotte, bonjour Maëlys. Jean Messia, il y a en ce moment une histoire absolument terrible. Il y a des têtes de cochon avec marqué Macron dessus. Alors on ne sait pas ce qui est le plus odieux, le fait que les têtes de cochon aient été trouvées du côté d'une mosquée, ou au contraire qu'on ait osé marquer Macron dessus. Est-ce que les musulmans se sentent plus insultés par le fait qu'il y ait marqué Macron sur une tête de cochon ou par la tête de cochon elle-même? Et surtout, pourquoi est-ce qu'on s'excite sur cette tête de cochon alors que par exemple une statue de la Vierge a été incendiée pendant un office et que personne n'en parle et qu'aucun député LFiste n'a jugé bon de s'inquiéter du fait qu'on pouvait cramer les statues de la Vierge à l'intérieur des églises? Vous savez, les LFistes, les inénarrables LFistes ne manquent jamais une occasion pour nous surprendre. Je suis très étonné toujours que les bouffeurs de curés enragés du 19e siècle et du 20e siècle sont devenus les lèche-babouches les plus dégoulinants du 20e siècle. Et donc, effectivement, je ne comprends pas, si vous voulez, comment cette tradition de gauche laïcarde, laïciste, athéiste, anti-chrétienne, anti-catholique se mette soudainement à faire de l'aplaventrisme, non seulement devant une religion, bon, après tout, c'est leur droit, mais devant, je dirais, le totalitarisme le plus incandescent de cette religion, à savoir le totalitarisme islamique. Voilà, et donc on comprend tous l'intérêt électoral, mais je pense qu'au départ, effectivement, c'était un intérêt électoral et il y avait une forme de manipulation politique des insoumis à vouloir s'attirer les bonnes grâces de l'électorat musulman, et Dieu sait qu'il est nombreux. Alors d'ailleurs, c'est un paradoxe parce qu'on nous dit les musulmans, au fond, ils ne représentent que 5 à 6 millions de personnes, mais bon, 5 à 6 millions de personnes, ça n'est jamais que moins de 10%, peut-être 6 ou 7% du corps électoral. Donc, on voit mal comment un mouvement tout entier pourrait s'attirer les bonnes grâces de 5% du corps électoral, qui est quand même assez minime, compte tenu des froufrous et de la propagande de ce mouvement à l'endroit de cet électorat. Ça veut bien dire que les musulmans ne représentent pas 5 à 6 millions, les musulmans en France représentent plutôt de 10 à 15 millions. Mais même de Et la part de LFI, indépendamment du calcul électoral, parce qu'on a l'impression que LFI a mis en place une stratégie qui n'était pas uniquement de gagner dans les urnes, mais qui était aussi de semer le chaos et de montrer que ses troupes étaient capables d'occuper le pays, ses troupes étaient capables de préparer une guerre civile, ses troupes étaient capables d'expliquer qu'il faut, je cite, brûler les keufs. Autrement dit, la tactique de LFI vis-à-vis de l'électorat musulman, ce n'est pas juste vis-à-vis de l'électorat, c'est vis-à-vis de la population musulmane en lui expliquant que LFI est le bras légal, le bras parlementaire dont l'islam a besoin pour s'installer en France. Donc, en fait, je exactement crois que ça. c'est même Vous plus des savez, questions électorales, c'est des questions de dire nous sommes avec vous. Les gens qui manifestaient hier, et donc ils sont tous de gauche, Alexandre de Gaza en avait parlé dans un décryptage hier, on en a reparlé ce matin, portaient une pancarte avec marqué Wallah, le peuple c'est nous. Voilà. Donc autrement dit, il y a une véritable substitution démocratique et on n'a même plus besoin d'élections. On explique qu'on tient la rue et basta. vous savez, mon cher Richard, cette combinaison n'est malheureusement en guerre nouvelle, hein. C'est exactement ce à quoi on a assisté dans un certain nombre de pays où l'extrême gauche est devenue en quelque sorte le véhicule de l'accès au pouvoir de l'intégrisme islamique. Rappelez-vous de ce qui s'est passé en Iran. En Iran, la gauche, l'extrême gauche, a été le tapis rouge de l'arrivée de l'ayatollah Khomeini au pouvoir, et on sait ce qu'il advint. Et comme vous, effectivement, vous avez raison, l'arrivée au pouvoir de Khomeini en 79 n'était pas seulement une arrivée au pouvoir par les urnes, c'est-à-dire que l'extrême gauche est un courant traditionnellement séditieux et révolutionnaire. Comme par hasard, l'islam radical est aussi séditieux et révolutionnaire, notamment dans les sociétés qui ne sont pas musulmanes. Et donc vous avez, si vous voulez, deux courants révolutionnaires qui joignent leurs forces, chacun selon son intérêt bien compris, mais chacun feignant d'avoir pour allier l'autre. Et effectivement, eh bien, quand le courant le plus radical arrive au pouvoir, la première chose qu'il fait, c'est qu'il élimine l'autre courant qui l'a aidé à y parvenir. C'est ce qu'a fait l'ayatollah Khomeini avec tous les gauchistes iraniens
qu'il a pendus les uns après les autres une fois qu'il était au pouvoir. Et en France, c'est exactement ce qui se passe. En France, effectivement, nous avons, si vous voulez, une espèce de rébellion plus ou moins larvée d'un certain nombre de quartiers qui attendent la moindre occasion pour exploser. On a vu l'ampleur des émeutes à l'occasion de l'affaire Naël, qui ont quand même duré pendant une semaine et qui n'ont pas été d'ailleurs calmés par les institutions françaises, ils ont été calmés par les dealers et les imams. C'est dire. Et donc, à côté de ça, vous avez également un pouvoir qui aussi a, comment dirais-je, une capacité de sédition et de rébellion larvée qu'est la France insoumise. On voit d'ailleurs qu'à la moindre occasion, comme encore hier, ils s'en sont donnés à cœur joie dans le vandalisme, le pillage, le harcèlement des forces de l'ordre, etc. Et tout ce beau monde, tout ce chaudron révolutionnaire pour moitié vert et pour moitié rouge, pour moitié islamique et pour moitié, comment dirais-je, insoumis ou communiste, attend le bon moment pour faire le mélange détonnant dans la marmite nationale, histoire de faire sauter le couvercle. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors, pour revenir à votre question de départ, vous avez vu tout le ramdam et tout le raffut que la France insoumise a fait effectivement autour des têtes de cochon. Ils se sont tous précipités comme un seul homme à dénoncer je ne sais quelle extrême droite, je ne sais quel fascisme. Vous savez, on est un peu rompu à leur manière de faire. J'aimerais bien savoir comment ils se sentent ce matin alors qu'on a découvert que c'est plutôt une opération de barbouzerie étrangère et non pas d'opération de je ne sais quelle extrême droite fantasmagorique qui n'existe que dans leur cerveau malade. Et en revanche, effectivement, lorsqu'il s'agit d'une attaque d'autres lieux de culte, des lieux de culte chrétiens et même des lieux de culte juifs, la France insoumise, elle est aux abonnés absents. Et donc, si vous voulez, à la fois le mouvement d'hier, le fameux mouvement du 10 septembre et de Blecontoux, mais aussi la réaction par rapport à ces têtes de mosquée, ne montre qu'une chose, c'est que ceux qui s'opposent aujourd'hui au système antinational, à l'idéologie antinationale qui nous dirige depuis une cinquantaine d'années, ça n'est finalement rien d'autre qu'une autre idéologie antinationale. C'est-à-dire qu'il ne faut pas croire que ceux qui s'opposent à l'idéologie en place sont tous amoureux de la France, désireux de faire chuter une idéologie mortifère pour que la France reprenne sa place et que pour que la politique française reprenne ses lettres de noblesse au service du peuple français. Nous avons à l'œuvre une autre idéologie antinationale, une idéologie de la terre brûlée, une idéologie importée, également financée aussi par des intérêts étrangers qui visent non pas à rétablir la France par rapport à cette idéologie antinationale qui nous gouverne, mais au contraire, à accélérer sa fin. Si j'ai voulu parler en fait de l'exemple d'Irina, mais on a parlé la semaine dernière de cet attentat islamiste à Marseille, c'est parce que en fait cette idéologie antinationale nourrit nos pires ennemis, c'est-à-dire non seulement ceux qui veulent tuer notre nation, mais ceux qui veulent tuer les individus, les membres historiques de cette nation. Et ceux qui veulent tuer notre civilisation même. Je regardais une petite vidéo de la députée LFI Marie Mesmer qui a rencontré le sénateur Mushtaq Ahmad Khan au Pakistan, soutien fervent du Hamas, et elle se fait photographier avec lui, elle se fait filmer avec lui, elle est ravie en fait d'aller rencontrer ce Pakistanais qui est un musulman dur, et qui notamment se félicitait qu'au Pakistan, une loi qui était prévue sur les conversions forcées et les mariages forcés n'ait pas été votée car, ont-ils expliqué, il n'y a jamais en islam la moindre conversion forcée, il n'y a jamais en islam le moindre mariage forcé et il n'y a jamais eu en terre islamique la moindre fillette chrétienne obligée d'épouser un musulman et de se convertir dans la foulée. Et donc pour eux, cette loi n'avait évidemment aucune nécessité d'exister. Et ce sont ces gens-là que LFI courtise, ce sont ces gens-là que LFI met en avant. Exactement, mais tout ça est évidemment Une députée faux. française. Une députée française va lécher les babouches d'un soutien fervent du Hamas. Oui, mais et d'un soutien fervent de la lutte contre les chrétiens. Tout à fait, mais vous savez, mon cher Richard, vous connaissez ma théorie depuis longtemps là-dessus. Oui, mais on adore vous l'entendre. Au XXIe siècle, si vous voulez,
comme disait Goethe, hein, les faits de l'histoire ne sont jamais totalement analogues, mais sont souvent homologues. Qu'est-ce qui se passe au XXe siècle? Au XXe siècle, nous avons un totalitarisme, un nouveau totalitarisme, identique, en tout cas dans son idéologie, à ceux du XXe siècle, qui s'appelle le totalitarisme islamique. C'est celui qui aujourd'hui défigure notre pays, c'est celui qui aujourd'hui a des velléités de diriger notre pays, d'islamiser notre pays. Et comme pour le totalitarisme nazi et l'occupation nazie de la France dans les années 40, nous avons, face à ce totalitarisme islamique qui entend, comment dirais-je, annihiler notre civilisation, notre histoire, notre culture, notre religion ou ce qu'il en reste, eh bien, face à cela, nous avons aussi des résistants et des collabos. Je veux dire, la geste de la députée Mesmer qui va comment dirais-je, rencontrer un Pakistanais, l'un des suppôts, si vous voulez, de cet islam radical que les vrais Français, les Français d'identité française combattent férocement en France, n'a rien à envier à un Pierre Laval ou à un Marcel Déat ou un Jacques Doriot avec le talent en moins, parce qu'au moins ces gens-là étaient lettrés. Les gens de la France insoumise sont illettrés, sont des gens qui ne connaissent pas l'histoire, sont des gens qui sont décérébrés par les réseaux sociaux, etc., mais qui, dans leur volonté de collaborer avec les pires ennemis de la France, eh bien, ont un point commun avec ces collaborationnistes orduriers qui s'acoquinaient avec les pires ennemis de la France lorsque la France était occupée. Et rappelons que les noms que vous avez cités, Doriot, Déat, etc., sont tous des gens venus de la gauche. Venus de la gauche, exactement. Et nous avons en fait cette même configuration qui se met en place aujourd'hui. Alors c'est vrai que nous n'avons pas des troupes d'occupation en uniforme, encore qu'on peut assimiler les voiles islamiques, les camis, toutes ces tenues, si vous voulez, de bédouins du 8e siècle qui, comment dirais-je, adoptent le style de vie du prophète dans la péninsule arabique, peuvent être comparés à une forme de suprémacisme religieux et idéologique tendant à nous imposer une occupation visuelle de notre territoire. Voilà. Alors, ils ne sont pas armés, certes, ils ne procèdent pas par des rafles ou des déportations, etc., mais c'est d'autres modes opératoires. Les coups de couteau, tous les jours, nous avons des gens qui meurent sous les coups de couteau, qui sont blessés sous les coups de couteau, des Allah Akbar, et des gens qui prétendent agir au nom de l'islam. Voilà, donc, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque époque a un totalitarisme bien particulier qui ne ressemble pas évidemment en tout point et qui n'est pas absolument symétrique à ses prédécesseurs, mais dont le mode opératoire est le même, ou quasiment, et surtout dont l'objectif est le même. Et face à ce totalitarisme islamique, ce que l'extrême gauche appelle les fachos, l'extrême droite, etc., en réalité, ce sont les résistants 2.0. Le camp national, tous ceux qui aiment la France telle qu'elle est, qui n'ont pas envie de la voir changer, sont les résistants du XXIe siècle par rapport eh bien, à l'invasion, à l'islamisation totalitaire et à ces collaborationnistes de gauche et d'extrême gauche. Mais Jean, parlons maintenant de Sébastien Lecornu, car vous avez raison, il faut résister contre l'islamisation de la France, mais il faut résister aussi contre la macronisation de la France. Et Lecornu, issu du RPR, enfin issu des LR, traître à Fillon, qui a fait partie de ceux qui ont lâché Fillon, qui d'ailleurs ne méritait pas qu'on le soutienne énormément pour aller vers Macron, a quand même déjà une bonne poignée de méfaits à son actif. C'est lui qui a fait en sorte que Fessenheim soit fermé. C'est lui qui a fait en sorte à plusieurs reprises, à au moins 2 reprises, de faciliter l'implantation des éoliennes en terre et en mer, c'est-à-dire en simplifiant les procédures administratives, en supprimant des échelons de recours des citoyens qui ne veulent pas de cette énergie dispendieuse et inutile. Est-ce qu'on peut penser que Lecornu est une malchance pour la France supplémentaire? Alors, il y a deux réponses à votre question, mon cher Richard. La première, c'est que, vous savez, moi, je ne crois pas, et je fais le lien avec le sujet précédent, je ne crois pas qu'il y a une différence de nature entre le macronisme et le LFisme. Il n'y a pas de différence de nature entre Renaissance et LFI. Il y a une différence de degré uniquement. C'est-à-dire qu'en fait, les objectifs
de la France insoumise ou de Macron sont absolument les mêmes, en tout cas sur le plan identitaire et civilisationnel. Les deux veulent la fin de la France, les deux croient dans une société multiculturelle, les deux veulent la fin de notre civilisation, veulent continuer l'immigration, veulent continuer l'islamisation. C'est un objectif commun aux deux mouvements. Quelle est la différence entre les deux? C'est simplement que la France insoumise veut tout de suite, c'est-à-dire ouvrir totalement les vannes et islamiser presque instantanément le pays, alors que les macronistes disent qu'il faut prendre son temps pour pas trop bousculer le grand corps social malade français, de telle sorte que les choses se passent bien sans trop de remugles et sans trop de remous. Voilà. Donc, si vous voulez, une fois que j'ai dit ça, évidemment qu'il n'y a rien à attendre de Lecornu, si vous voulez. Lecornu, on le présente comme le fidèle d'entre les fidèles, le macroniste de la première heure, qui n'a jamais d'ailleurs cessé d'être ministre depuis l'élection, la première élection d'Emmanuel Macron. C'est incroyable d'ailleurs le registre de ses compétences. Ce type aurait été capable d'être tout et n'importe quoi. Vraiment, Emmanuel Macron choisit des personnes qui sont au moins aussi compétentes et intelligentes que lui, puisque, voilà, à part l'éducation nationale, il a à peu près tout fait. Qu'est-ce que ça vient dire? Ça vient dire que l'idéologie antinationale dont je vous parlais tout à l'heure, qui dirige la France depuis une cinquantaine d'années, mais dont tout le monde perçoit, et fort heureusement, et Dieu merci, qu'elle est quand même crépusculaire, elle l'est en Occident, quand on voit quand même la poussée du nouveau paradigme identitaro-souverainiste dans l'un des plus grands pays d'Occident, c'est-à-dire les États-Unis. On sent bien, si vous voulez, que nous sommes en phase de transition paradigmatique dans laquelle nous avons un paradigme identitaire et souverainiste qui est ascendant, et nous avons le paradigme incarné, mais jusqu'à la caricature par Emmanuel Macron, c'est-à-dire le paradigme antinational, multiculturaliste, sans frontiériste, immigrationniste qui décline. Au lieu, en fait, de suivre ce mouvement et d'assurer cette transition de manière, on va dire, calme et de manière intelligente, comme toute idéologie, l'idéologie macroniste décide de pratiquer une sorte de fuite en avant intégriste pour, comment dirais-je, se calfeutrer derrière les derniers fidèles. C'est voilà, c'est la bunkérisation du macronisme derrière son plus fidèle serviteur, plutôt que comment dirais-je, au contraire d'embrasser le monde. Enfin, c'est quand même incroyable que le type qui se prétend être un mondialiste, qui comprend le monde mieux que personne, qui comprend l'international mieux que personne, comment un type pareil qui s'appelle Emmanuel Macron peut faire preuve d'une cécité aussi militante à ne pas voir le bouleversement à l'œuvre dans le monde, la fin de l'idéologie qu'il incarne, et de nommer non seulement quelqu'un qui... Alors, il aurait pu renommer Retailleau, qui est le parfait trait d'union, si vous voulez, entre cet ancien monde antinational et le monde qui vient, un monde un peu plus de retour sur les frontières, de protection des peuples, etc., et saurait assurer une espèce de transition soft entre deux paradigmes antithétiques. Non, Emmanuel Macron choisit le fanatisme, il choisit de s'arc-bouter sur son dernier précaré, du coup, non seulement il n'y a rien à en attendre, mais il y en a peut-être à en attendre pire que ce que nous avons vu jusqu'à présent. Donc la nomination de Lecornu, si vous voulez, est, comment dire, le symbole du fait que nous ne sommes pas dirigés par des politiques, nous sommes dirigés par des idéologues. Et comme toute idéologie, sur sa fin crépusculaire, elle se cabre, elle se braque et elle se fanatise. Ça a été le cas du nazisme, ça a été le cas du communisme, ça a été le cas du maoïsme, toutes ces idéologies, et d'ailleurs c'est le cas de l'européisme. On voit bien que lorsque l'Europe ne marche pas, qu'est-ce qu'on vous dit? C'est parce qu'on n'a pas été assez loin dans l'Europe, donc il faut plus d'Europe. Ben là c'est pareil, le macronisme est en train de mourir. Ah non, c'est pas la faute du macronisme, c'est qu'on n'a pas été assez loin dans le macronisme. Donc on met une louche de Lecornu pour que le macronisme soit encore plus fanatique et plus féroce, histoire qu'il soit plus efficace. Vous voyez bien que ça ne peut pas marcher. Toutes les idéologies qui sont rentrées dans cette spirale, je dirais, dans cette spirale de fanatisation, ont toutes fini dans les affres et ont toutes fini parfois, malheureusement, dans un bain de sang. Merci beaucoup, Jean. Excellente conclusion. Et à la semaine prochaine pour un éditorial tout aussi roboratif, j'espère.